Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 5 juin 2024, la date qui coïncide avec la journée mondiale de l'environnement. La PARSEM appelle le gouvernement à sanctionner sévèrement les corrupteurs et ceux qui construisent dans les espaces verts. Son président va s'exprimer à la fin du journal. La population de la zone Gatete dénonce le détournement de fonds à travers l'exploitation du champ de semences de Wuzimba. Les détails à suivre également dans ce journal. Et les enfants qui fréquentaient des écoles situées au Rwanda ont suspendu leurs études à cause de la fermeture des frontières. Nous allons également vous en parler. Dans un instant, le développement des titres. Page sécurité pour commencer. Un habitant de la commune Nyanzalak, province Makamba, a été tué et fusillé par des policiers hier soir. À l'origine des disputes entre ces policiers et les conducteurs de moto qui ont dégénéré. Le point avec Emmanuel Niungeko. C'est d'habitude le mardi entre 17h et 18h que des policiers sont remarqués près du marché de la localité dite Mukubano où se trouve un parking des motos. Un habitant qui était sur place au moment du crime révèle qu'il a vu un policier nommé Bizimana sauter sur une moto pour s'en emparer. Le propriétaire de la moto a refusé et ont commencé à se battre. Le conducteur de la moto a vu que la situation devenait compliquée. Il a laissé la moto et a pris fuite. Le policier a tiré sur lui. Témoignage de cet habitant qui était sur le lieu. Il y a eu une confrontation. Le motard a refusé de lâcher la moto. Le motard a finalement constaté que le policier avait beaucoup de force et il a décidé de s'enfuir. Le policier a tiré et la balle a été enstoyée. Cet habitant fait savoir que des balles ont atteint le nommé Jean Bosco Dukundane, natif de Nyanzalak. Notre source à Nyanzalak indique que les habitants ont essayé de se défendre, mais sans succès, comme le témoigne ce citoyen. Après avoir tiré ce citoyen, les habitants ont lancé des pierres sur les policiers et ces derniers ont continué de tirer à l'air et sont rentrés à l'aide des motos. Mais des informations dignes de foi indiquent que le policier qui aurait commis cet acte est incarcéré et nous demandons qu'il soit puni exemplairement. Les informations en provenance de Nyanzalak indiquent que des habitants, y compris la famille du défunt, ont observé un sit-in ce mercredi au bureau de la police pour réclamer de leur montrer le tueur du leur. La police les a tranquillisés et leur a demandé de rentrer pour enterrer le disparu. D'ajouter que des enquêtes sont déjà amorcées. Ces habitants font savoir que ce n'est pas la première fois que cet incident se produit au vu et aussi des autorités policières au niveau communal et provincial. Quand une moto est saisie, ces habitants indiquent que le propriétaire ne la récupère qu'après paiement d'un montant de 200 000 francs. Les habitants demandent que ce dossier soit jugé dans un procès de flagrance. La Ligue TK indique que les cas d'assassinat et autres crimes commis à l'endroit de l'être humain continuent de se manifester dans le pays. Cette Ligue a pu documenter 6 cas de personnes tuées au cours de la semaine du 27 mai au 2 juin. Célestin Ruribikié, adjoint du chargé de la communication à la Ligue TK, fait savoir que parmi les victimes figurent 2 enfants. Il indique également qu'ils ont suivi de près la situation économique du pays et le procès de l'ancien Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni. La Ligue ITEC a pu documenter au cours de cette semaine au moins 6 personnes mortes, dont 5 retrouvés cadavres, des victimes de violences basées sur le genre, une personne torturée, ainsi que 7 personnes arrêtées arbitrairement. Parmi ces victimes figurent 2 enfants tués et un enfant arrêté arbitrairement. Les membres des partis politiques n'ont pas été épargnés dans cette période. Un membre du parti CNL a été torturé, 2 membres du parti CNL et un membre du parti CNDD-FDD ont été arrêtés arbitrairement.
Sobilete parlait aussi de la deuxième phase de la collecte de la production du maïs par la société Anagesa, la hausse des prix des produits Varoudi et le procès en appel du général Anne-Guillaume Ougnoni, ex-premier ministre. Dans Sobilete, des policiers, des administratifs, des agents du service national de renseignement et des Imbonerakure sont pointés du doigt comme étant des présumés auteurs de ces violations des droits humains. La Ligue ITECA termine Sobilete en demandant au ministre de la Justice et de garde de Sceaux de veiller au respect de la loi contre des auteurs de crimes. De son côté, la rédaction de la RPA a pu répertorier 35 cas d'assassinat dans 11 provinces du pays au cours du mois de mai. Parmi les victimes figurent 4 femmes et 7 enfants. Les détails avec Eric Nyonzima. Les provinces de Rutana, Chibitoke, Ngozi, Makamba et Ameri de Bujumbura viennent en tête avec 5 personnes tuées dans chacune de ces provinces durant le mois de mai dernier. La province de Gitega prend la seconde place avec 3 personnes assassinées. Dans les provinces de Kirundo et Kayanza, 2 personnes ont été tuées dans chacune de ces provinces et une personne a été tuée dans chacune des provinces de Bubanza, Bururi et Ruyigi. Au total, la rédaction a pu répertorier 35 personnes assassinées dans 11 provinces au mois de mai dernier. Parmi elles, 20 personnes ont été retrouvées mortes dans les provinces de Gitega, Ngozi, Chibitoke, Rutana, Bubanza, Bururi, Makamba et Ameri de Bujumbura. Et dans cette même période, 11 ont été poignardés dans les provinces de Kirundo, Kayanza, Chibitoke, Gitega et Makamba. 3 personnes sont mortes suite aux attaques à la grenade et une autre a été tuée par balle par un policier à Ameri de Bujumbura. Dans cette période de mois de mai dernier, 4 femmes ont été tuées dans les provinces de Ngozi, Gitega et Makamba. Et 7 enfants ont été tués dans les provinces de Ngozi, Gitega, Chibitoke, Ruyigi et Rutana. Le mobile politique et les conflits fonciers et familiaux et les vols sont à l'origine de ces assassinats au cours de ce mois de mai dernier. Et parmi les auteurs de ces crimes sont pointés du doigt les Imbonerakure et les policiers. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA. Les cultivateurs de maïs en commune Giheta, nous sommes dans la province Gitega, rejettent catégoriquement la pratique de la Nagesa qui consiste à acheter par jeton leur récolte au lieu d'un paiement en espèces, alors que cette agence vient de lancer la deuxième campagne de collecte de grains de maïs. Ces cultivateurs exigent qu'ils soient payés en argent liquide. Danny Claire, Ilatroumva nous fait le point. Dans un communiqué sorti en date du 1er juin 2024 par l'administrateur de la commune Giheta, Micheline Ninahadza, il annonçait officiellement que la deuxième phase d'achat de grains de maïs par la Nagesa commence à partir du 3 jusqu'au 15 juin au point habituel de vente. Les cultivateurs de maïs qui ont vendu les récoltes ce mardi regrettent le fait qu'ils sont rentrés avec des jetons mais sans aucun sou. Les cultivateurs de maïs craignent que cette campagne d'achat de maïs soit comme la précédente, après laquelle ils ont beaucoup souffert pour percevoir leur argent. Nous sommes très inquiets par rapport à la nouvelle campagne de collecte et d'achat des grains de maïs. On a peur qu'on ne peut pas rembourser les cultivateurs comme cela a été le cas la fois dernière. Nous avons perçu notre argent très péniblement. Nous avons investi dans nos cultures et nous avons besoin d'argent pour subvenir à nos besoins dans la vie quotidienne, dont les soins médicaux et les frais d'hospitalisation pour nos enfants. Ces cultivateurs de maïs demandent à l'Agence nationale de gestion du stock et de sécurité alimentaire ANAGESA de chaque fois s'engager dans la campagne de collecte et d'achat de grains de maïs secs, tout en étant capable de payer les agriculteurs en argent liquide. Selon ces agriculteurs, cela évitera qu'ils soient victimes des retards et magouilles opérés dans ce domaine, surtout par les agents de cette agence. Nous demandons à l'ANAGESA de nous payer en argent liquide. Nous ne comprenons pas comment on peut donner une dette à une agence gouvernementale. Le gouvernement a de l'argent, il faut alors qu'il paye en espèces. Sinon, nous considérons qu'il s'agit d'une autre forme de malversation et finalement, les conséquences néfastes qui en découlent retombent aux citoyens. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre les responsables de la NAGESA en province Gitega. Les personnes âgées sont également menacées par l'épidémie de rougeole observée dans le pays depuis quelque temps. À l'hôpital de Kinyinya, situé dans la commune et province Kirundo, la grande partie des personnes alitées suite à cette maladie sont des adultes. Une autre partie de malades préférerait se faire soigner traditionnellement à la maison. Plus de détails avec Vicky Chris Ninheretz.
À l'hôpital de Kinyinya, situé en commune Kirundo, 40 personnes souffrant de la rougeole y sont admises. Notre source dans cette commune fait savoir que les cas de personnes atteintes de cette maladie augmentent du jour au lendemain. Le NG Médecins Sans Frontières, en collaboration avec les responsables de cette structure sanitaire, a aménagé un endroit isolé pour ces malades, précise notre source. Ils doutent d'un autre phénomène qui s'opposerait parce que les cas de personnes adultes ne cessent d'augmenter. Ils pensaient en fait que les hommes ne pouvaient pas attraper cette maladie. Les médecins sont en train de faire des recherches irrelatives. Sinon, les chiffres augmentent quotidiennement. Ils les ont amenés en isolement et nombreux sont des personnes adultes. La même source indique que les habitants de la commune Kirundo s'inquiètent de certains gens qui présentent des symptômes de cette maladie, mais qui ne se confient pas aux structures de soins et restent à la maison. Ils se soignent plutôt avec les médicaments traditionnels dont l'on ignore leur efficacité. Effectivement, ils utilisent un médicament appelé Vernonia. Ils se frottent tout le corps, mais l'on ne sait pas s'ils guérissent. Les misérables paysans utilisent ce médicament sans toutefois se rendre aux structures sanitaires. Du 13 au 17 juin, le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida organise une campagne de vaccination contre cette épidémie de rougeole aux enfants de 6 mois jusqu'à ceux de 5 ans. On leur donnera aussi de la vitamine A contre la cécité et l'albendazole. Je vous le disais en titre, la population de la zone Gatete en commune et province Rumongue dénonce le détournement de fonds à travers l'exploitation du champ de semences de Buzimba, un détournement opéré à travers la location de champs de palmiers à huile. Une association furtive monopolise le marché de location de ces champs sous l'aval du directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage en province Rumongue. Inès Gakiza nous en dit plus. Le champ de semences de Buzimba est situé en zone Gatete de la commune et province Rumongue. Le champ s'étendait sur 45 hectares, mais 3 hectares ont été emportés par la rivière Buzimba et il en reste 42. Sur les 42 hectares, il est planté des palmiers à huile et différentes sortes d'arbres fruitiers, à savoir les orangers, mandariniers, citronniers, avocatiers et manguiers. Les palmiers à huile sont partout mis en location aux commerçants qui vont plus tard les récolter et en tirer de l'huile de palme. La location est projetée sur 3 ans, mais le montant locatif est évalué sur une année pour ensuite le tripler. Toutefois, la location de ces palmiers à huile est caractérisée de magouilles et détournement de fonds à outrance, comme le dénoncent les habitants de la zone Gatete qui fréquentent régulièrement ce champ de semences. Les habitants reprochent au directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Rumongue d'être responsable de ce détournement. Au champ de semences de Buzimba s'opèrent des magouilles et des tournements de fonds sans précédent. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage a créé une association furtive pour louer les palmiers à huile, mais en principe, c'est bien lui le responsable de la location. Le plus regrettable est que ces palmiers à huile sont loués à un montant dérisoire. Dans notre édition ultérieure, nous vous parlerons de l'organisation de ces magouilles et détournements ainsi que l'évaluation de la perte pécuniaire dans les caisses de l'État. Le chef-lieu de la province Muyinga fait face à une pénurie d'eau potable qui dure maintenant plus d'une semaine. Certains habitants de la place consomment l'eau des rivières après avoir payé les frais de déplacement. Les habitants de Muyinga craignent des maladies des mains sales. Le point avec Eric Nyonzima. Cette pénurie d'eau dans les robinets publics qui est signalée au chef-lieu de la province Muyinga se manifeste depuis une semaine. Toutefois, les quartiers comme Kinyota, Kibogoy et le quartier Swahili connaissent son manque d'eau potable depuis longtemps. Notre source à Muyinga indique qu'il puise à une longue distance ou encore dans les rivières environnantes de la ville de Muyinga, moyennant une somme de 2000 francs par bidon comme frais de déplacement sur vélo. Nous puisons de l'eau à un endroit appelé Karimira, à l'ouest de la ville de Muyinga. Pour y arriver, nous parcourons une distance de 2 km et d'autres des taxis vélos coûtent 1500 francs par bidon, voire 2000 francs pour certains. Les habitants de la ville de Muyinga s'inquiètent ainsi d'attraper éventuellement des maladies domestiques car ils consomment l'eau insalubre.
Nous craignons des conséquences néfastes à la santé car nous risquons d'attraper les maladies domiciliaires et c'est tout au long des rivières et insalubres. Avoir de l'eau potable à Muyinga est un casse-tête. Ce qui ne se rend pas à Karemera se dirige alors vers Kagame à une non-existence également. Par rapport à cette problématique liée au manque d'eau potable, nous n'avons pas encore pu joindre le représentant de la régie des eaux en province Muyinga, encore moins le gouverneur de cette province. Plusieurs enfants des localités proches de la frontière du Burundi avec le Rwanda dans les communes Rugombo et Mugina de la province Cibitoke ont été affectés par la mesure de fermeture des frontières. Il s'agit des enfants qui fréquentaient les écoles au Rwanda voisin. La majorité de ces enfants ont dû suspendre leurs études. Elvis Nyomunge. Les enfants qui ont été affectés par la mesure du gouvernement burundais de fermer ses frontières avec le Rwanda sont nombreux parmi les enfants des localités proches de la rivière Ruhwa dans les communes de Rugombo et Mugina en province Cibitoke. Un nombre non négligeable des enfants de ces localités fréquentaient l'école au Rwanda. Ils sont maintenant suspendus les études. Comme pour nous qui habitons dans la localité de Ruche, nous avons de sérieux problèmes. Certains de nos enfants étudient au Rwanda, mais il y a également des enfants rwandais qui suivaient les cours au Burundi. Un peu de mots, on s'entraidait. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'enfants burundais qui traversent les frontières pour aller étudier au Rwanda. Ils ont suspendu, puisque si tu oses traverser, tu es pris pour ennemi du Burundi. C'est la même chose pour les Rwandais qui tenteraient de traverser et venir au Burundi. Ils seraient également pris pour des ennemis du Burundi. Les pertes sont au moins négligeables. Certains enfants suivaient au Rwanda des cours qui ne sont pas dispensés au Burundi. Également, il y a des enseignants qui, avant cette décision unilatérale de fermeture des frontières, dispensaient des cours au Rwanda et rentraient au Burundi après cours. Nous avons beaucoup perdu. Il y a des études que nos enfants pouvaient suivre au Rwanda, mais qui ne sont pas dispensées au Burundi. Également, il y a des études qui sont dispensées au Burundi, mais qui ne le sont pas au Rwanda. Il y a aussi des enseignants qui travaillaient au Rwanda et rentraient après au Burundi. J'en connais par exemple 3. Le matin, ils partaient enseigner au Rwanda et le soir, ils rentraient au Burundi. Des sources en provenance de certains parents, il y aurait des enfants qui étaient hébergés dans les familles qui restent bloquées au Rwanda. Parlons environnement pour clore cette édition. Le 5 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'environnement. Une journée qui arrive au moment où le Burundi et d'autres pays font face aux sérieux problèmes liés au changement climatique. Selon Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, le gouvernement devrait agir pour faire face à ces problèmes de changement climatique qui causent beaucoup de dégâts. Suivez Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Et au moment où le monde entier célèbre la journée internationale dédiée à l'environnement, PARSEM a sorti une déclaration analytique où elle donne son analyse par rapport à la situation. D'abord au niveau de l'état des lieux de l'environnement, et PARSEM déplore que cette journée arrive alors qu'actuellement le pays, le monde entier, l'Afrique, même le Burundi donc, est confronté à des problèmes alarmants liés à la perturbation de l'environnement. Par exemple, de sécheresse, les pluies d'hiver, le glissement de terrain, le débordement des rivières qui débordent et sortent de leurs lits, qui inondent même et attaquent les maisons, des inondations causées par le lac Tanganyika. Maintenant, le pays est confronté à pas mal de problèmes, de dégâts liés à la perturbation, changement climatique. Alors, comme ça prend une allure impressionnante, d'abord le gouvernement devait prendre la culture d'évaluer l'impact économique de ces dégâts. Vous savez que très récemment, le lac Tanganyika, les rivières ici et là ont causé pas mal de dégâts dans les ménages, ici dans la plaine d'Olimbo. Et je crois quelque part que le gouvernement devrait évaluer l'impact économique pour prendre des mesures qui s'imposent afin de gérer la situation. Donc, PARSEM propose certains éléments de solution. D'abord, au niveau politique et programmatique, PARSEM prône qu'il y ait la stratégie nationale climat bien actualisée, qui fédère toutes les politiques liées au climat. Les documents, Code des eaux et d'autres documents devraient avoir une boussole
qui pourrait être une stratégie climat bien actualisé, avec un cadre opérationnel clair qui met en application cette stratégie. Et cette stratégie aussi devait être assortie de projets concrets qui doivent être bien étudiés pour mettre en application cette politique dans un cadre de suivi, évaluation efficace. Deuxièmement, au niveau institutionnel, personne demande qu'il y ait le rétablissement du ministère de l'Environnement parce qu'actuellement, les problèmes liés à l'environnement ont plusieurs dimensions qui ainsi ne pourraient pas être traités au niveau du ministère de direction du ministère de l'Agriculture. Actuellement, il faut un ministère en bonne et due forme qui devait être doté de cadres compétents avec une expertise avérée. Il faut me créer un centre de recherche au sein du ministère pour bien canaliser toutes les informations, toutes les études, toutes les plans de recherche liés au changement climatique et à l'environnement. Par exemple, avoir un plan directeur de l'aménagement du territoire qui pourrait guider même les constructions ou la création des villes ici et là. Faustin Ndikoumana appelle aussi le gouvernement à punir sévèrement les corrupteurs et ceux qui construisent dans les espaces verts qui font que même certains projets du gouvernement n'aboutissent pas à leur fin. Suivez encore une fois Faustin Ndikoumana. Il faut aussi une approche participative, consulter la population, les citoyens qui pourraient être concernés, afin d'avoir une feuille de route qui pourrait être mise en application au niveau pratique quand il y ait des contestations ici et là. Parce qu'il arrive qu'on doit prendre des mesures qui doivent concerner directement la population et il faut que celle-ci soit associée dans le processus de prise de décision. Il faut aussi lutter contre la corruption. Une lutte contre la corruption, ça merci parce qu'actuellement, on a vu qu'il y a des personnes, il y a des hauts cadres de l'État qui ne peuvent pas respecter la loi, qui sont considérés qu'ils sont au-dessus de la loi. Il y a ceux qui sont corrompus aux pratiques de la corruption pour corrompre toujours les hauts cadres de l'administration, de l'environnement. Même le cadre légal qui pourrait assortir de ces politiques, il n'est pas respecté suite à la corruption. Donc, on a vu dans le passé comment les gens continuaient à construire dans des espaces protégés, dans les aires protégées, des espaces verts, alors qu'au niveau des lois, au niveau des politiques, il y avait une interdiction formelle. Mais cette violation des lois, cette violation des politiques, de l'orientation du gouvernement, cette violation restait impunie. On a dénoncé une corruption ostentatoire qui risque même de mettre en péril toutes les réformes initiées par le gouvernement. Cinquièmement, il faut la mobilisation des fonds pour mettre en application toutes ces politiques. Il faut savoir d'abord aligner les politiques liées au climat au budget national. On a pu voir que dans l'enquête PIFA, on a pu voir que la politique climat qui existe n'est pas alignée à la loi des finances. Ça veut dire que la loi des finances n'est pas élaborée, n'est pas préparée en tenant compte des aspects liés au climat. Il faut aussi une politique fiscale liée au climat. Introduire des taxes qui pourraient décourager certains comportements au niveau de la perturbation du changement climatique. Des subventions qui pourraient encourager certaines politiques. Parce que les conséquences de ces taxes pourraient vraiment, encore une fois, financer les bonnes actions liées à la promotion de la protection de l'environnement. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 5 juin 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir.